Depuis les années 70 jusqu'aux années 70, la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque de France, pouvait consentir des avances à l'État. Et c'est depuis des décrets qui ont été pris en 73 et dans les années suivantes que désormais il a été interdit à la Banque centrale française, comme aux autres banques centrales, d'accorder des créances à la puissance publique et donc de forcer l'État à s'endetter sur les marchés privés. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette question et vous devriez vous renseigner sur ce que dit notre seul prix Nobel d'économie, Maurice Allais, qui est interdit d'antenne. Bien. Donc, une des premières choses qu'il faudrait poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'endetter auprès des marchés ou auprès de grandes banques comme celles dont je viens de parler, qui sont des escrocs, Goldman Sachs ou JP Morgan, c'est maintenant avéré, d'ailleurs ils font l'objet de poursuites aux États-Unis. Pourquoi c'est à eux plutôt qu'à une banque centrale qui est là? Voilà. Alors pourquoi? Eh bien, je vous pose la question. Je n'ai pas la compétence de M. Asselineau et je l'écoute d'ailleurs avec passion et je trouve ses propos tout à fait pertinents en dépit de mon incompétence. Et je me permettrai simplement de poser quelques questions et 3 questions ce matin en face de cette véritable tempête que l'Europe assume ces jours derniers. Aux yeux d'un non-spécialiste, la situation pose ce que j'appellerais des questions de bon sens. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles ont été posées tout à l'heure. J'ai écouté, par exemple, Monsieur Emmanuel Valls nous expliquer que si l'on imposait aux Français la médication que l'on impose aux Grecs, eh bien, il faudrait accepter que le salaire de nos fonctionnaires soit réduit de 25%. Que l'on passe je crois, de 60 ans à 67 ans, ce qui concerne l'âge de la retraite. Il faudrait augmenter la TVA de 2 points, etc., etc. Je remarque à ce propos, la discussion est féroce. Est-on en train d'appliquer à la Grèce la politique de déflation que Pierre Laval avait imposée à la France avant-guerre et qui s'est révélée un fiasco, si j'en crois encore une fois les spécialistes et les historiens? Le gouvernement est au travail pour accélérer le rythme des réformes, pas pour faire des réformes pour des réformes, mais pour faire avancer notre pays. La France, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les entrepreneurs, la France a besoin de vous. La France a besoin de ces entreprises, de toutes ces entreprises, entreprises individuelles, PME, ETI, start-up, grands groupes, car ce sont les entreprises qui, en innovant, en risquant les capitaux de leurs actionnaires, en mobilisant leurs salariés, en répondant aux attentes de leurs clients, créent de la valeur, génèrent des richesses qui doivent profiter à tous. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise parce que nous avons un problème de compétitivité depuis le début des années 2000. Les faits sont là. Les marges qui diminuent, les déficits de la balance commerciale qui se creusent, le différentiel croissant avec l'Allemagne qui, elle, au début des années 2000, avec un chancelier social-démocrate, a su mener les réformes alors que la France, à ce moment-là, ne les menait pas. L'impôt plutôt que la réduction des déficits et des dépenses. Ce choix a trop duré dans notre pays. Ce n'est plus possible. Et nous devons, de manière extrêmement pragmatique, traiter de toutes les questions, faire les réformes nécessaires, modifier ce qui doit être modifié, non pas pour que les salariés perdent des droits, mais tout simplement pour que la souplesse nécessaire puisse s'imposer et pour que les entreprises n'aient pas des entraves administratives à l'embauche. C'est ça qui est absurde et ces questions-là, elles doivent être, encore une fois, regardées avec pragmatisme. La clarté et la cohérence que j'évoquais valent en particulier pour les questions fiscales. Dans ce domaine, je le répète, il faut de la stabilité et de la visibilité. Et les actions mises en place, réforme de l'État, réforme des collectivités territoriales et notamment cette impossible réforme des régions que nous sommes en train de faire et qui aboutira, réforme de notre système de santé,
Tout cela illustre notre détermination à réduire la dépense publique et donc à baisser de façon crédible les déficits et les impôts. Nous ne dévierons pas de ce cap. C'est ma mission. Nous vivons dans notre pays au-dessus de nos moyens depuis 40 ans. Et depuis 2008, notre déficit est au-dessus des 4%. Quant à notre niveau de dépenses publiques, il correspond à 57% de la richesse que nous produisons. C'est l'un des plus élevés en Europe. Est-ce que, dans un certain nombre de domaines, la dépense publique, à ce niveau, a-t-elle produit les résultats que nous escomptions dans bien des secteurs? Non, bien sûr. Et c'est pour ça que nous engageons cette baisse de nos dépenses, 50 milliards, 21 milliards dès 2015. Je vois qu'on s'interroge sur la documentation de ces éléments, comme on dit dans le langage de Bercy, mais la loi de finances que nous présenterons dans quelques semaines viendra les démontrer. Mais j'ai une conviction, nous devons baisser notre dépense publique, nous devons faire des économies, nous devons réduire la dette, il en va de l'avenir de notre pays. Entre la Chine, l'Inde, l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, etc., nous avons, sans parler du Brésil et des pays d'Amérique latine, nous avons affaire, rien que dans la zone Asie, à plus de 3 milliards de personnes, 3 milliards, qui ont un niveau de vie et des salaires qui sont 20 fois inférieurs. C'est-à-dire que même si en France on supprimait d'un seul coup toutes les charges sociales, ce qui signifie au passage... On ne serait pas compétitif. Voilà, on ne serait pas compétitif, ce qui signifie qu'au passage, qu'il faudrait fermer les hôpitaux, les commissariats de police, l'armée, les écoles, etc. Et donc nous aurions une explosion sociale en France. Donc la grande et vraie question de notre époque, c'est que la France, comme d'ailleurs les pays occidentaux, est en train de perdre mois après mois sa substance. Nous perdons plusieurs milliers d'emplois industriels chaque mois. Et ça n'est pas parce que les charges sociales sont trop élevées, c'est parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas de charges sociales, nous perdrions ces emplois parce que de toute façon, ni nous, ni aucun pays occidental ne sera compétitif face à 3 milliards de personnes qui sont avec un niveau de vie très inférieur, de l'ordre de 15 à 20 fois inférieur. Ça n'est pas en taillant dans les dépenses comme on le fait actuellement qu'on arrivera à l'équilibre budgétaire, c'est tout le contraire qui se produit, c'est d'ailleurs le cas. Ça fait maintenant des années qu'on taille dans des dépenses publiques. Je suis à Bercy, je connais un peu le dessous des cartes, je peux vous dire qu'on est à l'os dans de très nombreux domaines, ou alors sauf à supprimer des services entiers. Et en réalité, c'est l'illustration de ce phénomène qu'avait mis à jour Keynes en 1936 dans sa théorie de la monnaie, sur le fait que lorsqu'on est un pays en récession, en quasi-récession, la pire des politiques à mener, c'est de vouloir diminuer les dépenses de l'État, puisque en fait on aggrave le déficit que l'on prétend combler. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça, parce qu'en diminuant les dépenses publiques, eh bien en fait on ralentit et on plonge le pays en récession, donc les recettes de l'État plongent encore plus vite que les dépenses ne sont diminuées. En 1911, un des bien rares économistes français qui ne fut pas conservateur et qui s'appelait Francis Delézy avait lancé une petite brochure, 30 pages environ, qui s'appelait carrément « La guerre qui vient ». Et je tiens à vous lire un petit paragraphe de ce texte de Francis Delézy, 1911. « En dépit des apparences démocratiques en France, le peuple ne contrôle pas ses gouvernements. Un groupe étroit s'est emparé des conseils d'administration des grandes sociétés financières. Ces quelques hommes tiennent entre leurs mains les banques, les mines, les chemins de fer, les compagnies de navigation, bref, tout l'outillage économique de la France, sans oublier la sidérurgie et les fabriques d'armes d'où ils tirent de croissants profits. Ils dominent le Parlement et ont à leur solde la grande presse. La guerre ne leur fait pas peur, ils la considèrent même avec intérêt.